so many pieces all back together now. What's your vision? Hey, salut à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode sur l'apprentissage de langage de programmation Python. Vous avez décidé d'apprendre de Python et je ne peux pas qu'en vous féliciter. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un langage de programmation. Nous verrons ensuite brièvement l'histoire de Python afin que vous sachiez au moins d'où vient ce langage. Cette partie est théorique, mais je vous conseille vivement de la continuer et de concentrer quand même. La dernière section portera sur l'installation de Python, une étape essentielle pour continuer ce tutoriel que vous travaillerez avec les différents systèmes d'exploitation Windows, Linux ou macOS. Vous trouverez des explications précises sur l'installation. Allez, on attaque. Apprendre le langage de programmation Python. Python est un langage de programmation et l'un des langages de programmation les plus intéressants du moment. Facile à apprendre, Python est souvent utilisé en exemple lors de l'apprentissage de la programmation. Vous trouverez sur ce site des cours, tutos informatiques qui vous enseigneront les bases pour la compréhension de ce langage. Pour les développeurs plus expérimentés, le site vous indiquera quelques astuces pour vos projets. Python, c'est quoi? Python est un langage de programmation inventé par Guido van Rossum. La première version de Python est sortie en 1991. Python est un langage de programmation interprété, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de le compiler avant de l'exécuter. Si vous avez déjà touché un peu à la programmation, vous verrez que ce langage possède une certaine poésie. Les programmeurs s'amusent souvent à trouver la manière la plus jolie et efficace d'écrire une suite d'instructions. Rares sont ceux qui critiquent la logique de Python, contrairement à JavaScript par exemple. Que fait Python? Python est à la fois simple et puissant. Il vous permet d'écrire des scripts très simples, mais grâce à ses nombreuses bibliothèques, vous pouvez travailler sur des projets plus ambitieux, par exemple web. Aujourd'hui, Python combiné avec le framework Django est un très bon choix technologique pour des gros projets de sites internet. Système. Python est également souvent utilisé par les admin systèmes pour créer des tâches dites répétitives ou simplement de maintenance. D'ailleurs, si vous voulez créer des applications Java en codant en Python, c'est possible grâce au projet Jython. Mais pourquoi préférer Python aux autres langages? Python est un langage facile à apprendre et son code est plus lisible. Il est donc plus facile à maintenir. Il est parfois jusqu'à 5 fois plus conquis que le langage Java par exemple, ce qui augmente la productivité des développeurs et réduit mécaniquement le nombre de bugs. L'environnement Python est riche en librairies. Vous trouverez toujours des projets open source qui vous faciliteront la vie. Python a été pensé pour créer du code complexe en peu de lignes. N'oublions pas qu'un bon codeur n'est pas celui qui arrive à faire comprendre à sa machine ce qu'il veut faire, mais que faire comprendre aux autres développeurs ce qu'il voulait faire. Python est également utilisé dans les milieux scientifiques, par exemple la bioinformatique. Des librairies sont disponibles pour ce domaine comme le module BioPython. Il existe également des bibliothèques facilitant la création de jeux vidéo en 2D et 3D, exemple Pygame. La documentation Python est également extrêmement bien faite, aussi bien pour les débutants que pour les experts. L'installation de Python. L'installation de Python est un jeu d'enfant, aussi bien sous Windows que sous les systèmes Unix. Quel que soit votre système d'exploitation, vous devez vous rendre sur le site officiel de Python. Alors, comme celui. Alors, on clique sur téléchargement. Et là, vous aurez les différentes versions de système d'exploitation, comme Windows, Unix et Mac. De ma part, je suis dans Windows, donc je clique ici. Vous pouvez à ce niveau-là choisir la version convenable à votre système. Pour ma part, j'ai 64 bits. Je prends l'installeur sous forme d'un exécutable. J'ouvre l'installation et je continue l'installation normale.
Après l'installation et le téléchargement du Python, il ne faudra qu'un seul composant, ce qu'on appelle un interpréteur ou environnement. C'est tout simplement un endroit où on va exécuter notre code Python. De ma part, je vais utiliser cette IDE qui s'appelle PyCharm. Elle était créée par la société JetBrains qui fait pas mal d'environnements de développement. Alors, pour le télécharger, je clique Download. Et je continue notre téléchargement par celle-là, Community. Il est libre et facile et gratuit aussi. Le téléchargement est en cours et on se retrouve après qu'il soit prêt. L'installation de PyCharm est très facile. Alors, on débute. On exécute notre programme, continue. On choisit l'emplacement. On coche cette case pour le 64 launcher qui va me permettre d'avoir un raccourci sur mon bureau. Et je vais créer des associations en Python. Continue. Et je lance mon installation. Bon, notre logiciel est prêt. On le lance. Bon, par défaut, il nous demande si on veut importer des préférences comme si notre première installation. On peut ici mettre non. Ensuite, on peut choisir parmi les deux thèmes qui sont proposés par défaut. Bon, on crée un nouveau projet et on le nomme mon premier projet. On choisit notre interpréteur qu'on a déjà installé. On copie son chemin. Il est là. On le colle ici. Il est là. Ok. Ok. Bon, il est créé. On crée Python file. On le nomme
test. Bon, à notre gauche, on peut voir qu'un nouveau fichier qui s'est ajouté. Aussi qu'à droite, on doit pouvoir commencer à écrire notre code. Avant de le lancer, il me faudra d'abord de créer une fonction principale qui fasse justement toutes les instructions qui doivent se faire lorsque le programme s'allume. On pourrait donc, tout en haut, c'est bien ici, de créer une fonction grâce au petit mot def. Il va s'appeler main et qui sera la première fonction qui va s'exécuter lorsque le programme s'allume. Def main, sans oublier les deux points. Ainsi qu'on ajoute une condition qui vérifie à quel moment se déclenche le lancement de notre programme. Pour cela, vous allez simplement écrire main et faire entrée. Pardon. C'est là. Et faire l'appel de notre fonction. Bon, on fait un petit exemple. On va afficher Hello World. Bon, notre IDE, pour exécuter un simple programme, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Bon, comme vous voyez, dans cette partie, on va attaquer les variables. Comme définition, les variables sont l'un des concepts qui se retrouvent dans la majorité et même en l'occurrence la totalité des langages de programmation. Elle est une donnée de votre programme stockée dans votre ordinateur. C'est un code alphanumérique que vous allez lier à une donnée de votre programme afin de pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises. Alors, pour créer une variable, ça va dérouler en 3 temps. Je vais l'appeler, par exemple, nom utilisateur. Totalement, j'ai pas le droit de faire ça. En effet, lorsqu'on donne un nom à une variable, on va devoir respecter une série de règles en lesquelles les développeurs doivent se formaliser pour s'évaluer. Première règle, le nom de la variable ne peut être composé que de lettres majuscules ou minuscules, de chiffres ou du symbole souligné par un underscore. En deuxième lieu, le nom de la variable ne peut pas commencer par un chiffre. En troisième lieu, le langage Python est sensible à la casse, ce qui signifie que des lettres majuscules et minuscules ne constituent pas à la même chose. Bon, je vais créer une variable ayant le mot Toto. Je vais l'appeler username est égal toujours la chaîne de caractères est entourée par des guillemets. Ainsi que je vais créer une autre variable qui contient la valeur 19. On va déjà voir comment les afficher. Pour cela, je vais utiliser la fonction print. On affiche le Toto, oui, c'est là. Et on affiche l'âge séparé par une virgule. C'est ça notre résultat. Bon, j'ai la variable âge qui contient la valeur 19. On l'affiche, c'est bien ça. On veut modifier cette variable par la valeur 25.
Bon, on va écrire âge est égal 25 et on affiche. Bon, il m'a affiché la deuxième valeur, c'est bien 25. La première était écrasée par la deuxième. C'est bien, on peut faire l'incrémentation de cette valeur, c'est bien ici, et voilà 26. C'est une méthode et il y a une autre méthode comme vous voyez. C'est bien ici, c'est vrai. Bon, ainsi qu'on peut faire les opérations arithmétiques, bien on fait âge est égal à âge fois 2. Ça fait 50. Ou âge est égal à âge fois âge est égal à 125. Et on peut grouper ces informations dans une seule ligne ou dans une seule phrase. Bien, l'utilisateur, on affiche son nom ainsi qu'on peut afficher son âge. Et on compile et ceci notre résultat. Bon, j'ai écrit un petit programme qui calcule la moyenne d'un élève. Bon, il y a 3 variables, note 1, note 2 et note 3. Comme vous voyez, j'ai utilisé la fonction input pour la saisie des données. Bon, on lance notre programme. Entrez la première note. On fait 10, la seconde 20 et la dernière 14. Bon, il y a un problème. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'on va avoir deux problèmes majeurs. Tout d'abord, ce qui est renvoyé, prise en console, ça veut une chaîne de caractères. Donc, ça ne veut pas fonctionner, puisque nous, on veut des entiers. Il faudra par conséquent les convertir en entiers par la fonction int. La première note, la deuxième, ensuite la troisième. Et donc, la dernière valeur est comme ici, on veut une chaîne de caractères et que par défaut, c'est un entier. On peut faire la même procédure si fois-ci, on va la convertir en chaîne de caractères avec la fonction str. On compile. Bon, on entre la première note, la deuxième et la troisième. Et voilà, notre problème est résolu. Donc, dans ce chapitre, on va avoir pour première condition un bloc d'instruction. Tout d'abord, on va voir la forme minimale en if. Les conditions sont un concept essentiel en programmation. Elles vont vous permettre de faire une action précise si par exemple une variable est positive et une autre action si cette variable est négative. Ou encore plus une troisième action si la variable est nulle. Comme un bon exemple veut mieux que plusieurs lignes d'explication, voici un exemple clair d'une condition précise sur la forme la plus simple. Donc dans cet exemple, on va voir la condition simple en if. Par exemple, on prendre A est égal 5. Pardon. A est égal 5. Avec la condition if A positif à 0, et n'oubliez pas les deux points. Pardon. N'oubliez pas les deux points. Print
A est positif. Encore plus if A est négatif. N'oubliez pas, j'insiste de n'oublier pas les deux points. Print A est négatif. Ah, pardon, n'oubliez pas les deux guillemets. A est négatif. Maintenant, on va exécuter ce programme. On va voir. Et voilà. Comme on a dit tout à l'heure, if, si A est positif, il va donner que A est positif. Si A est négatif, il va afficher que A est négatif, comme on a vu ici. Donc, amusez-vous à changer la valeur de A et exécuter à chaque fois les conditions. Vous obtiendrez des messages différents, sauf si A est égal à 0. En effet, une action n'a été prévue si vous avez 0. Cette méthode n'est pas optimale. Tout d'abord parce qu'elle nous oblige à décrire deux conditions séparées pour tester une même variable. De plus, et même si c'est dur à concevoir par cet exemple, dans le cas où la variable remplirait les deux conditions, ici c'est possible bien entendu. Les deux portions de code s'exécuteront. La condition if est donc bien pratique mais insuffisante. Dans la deuxième partie, on va supprimer ça. Dans la deuxième partie, on va voir l'instruction else. Le mot-clé else qui signifie sinon en anglais permet de définir une première forme du complément à notre instruction if. Dans cet exemple, on va prendre par exemple âge est égal 21. Avec l'instruction if âge supérieur ou égal 18 ans, print vous êtes majeur. Else, avec l'instruction else maintenant, et n'oubliez pas les deux points, c'est vraiment très important pour le programme et exécute. Retour à la ligne print. Vous êtes mineur. Maintenant, on va exécuter ce programme. On va voir. Et voilà. On a pris que l'âge est 21. On a pris l'instruction de if. L'âge. Si l'âge est supérieur ou égal 18 ans, il va afficher vous êtes des majeurs. Sinon, l'âge inférieur à 18, il va afficher vous êtes mineur. Je pense que cet exemple suffit amplement à exposer l'utilisation de else. La seule subtilité est bien de se rendre compte que Python exécute soit l'un, soit l'autre, et jamais les deux. Notez que cette instruction else doit se retrouver au même niveau d'intonation que l'instruction if qu'elle complète de plus et se termine également par deux points, puisqu'il s'agit d'une condition, même si les sont entendus. Et l'exemple de tout à l'heure pourrait donc se présenter comme suite avec l'utilisation de if. Je vais donner un autre exemple. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on va prendre a est égal 5. If a 0,
supérieur à 0. N'oubliez pas les 2 points. Print A est supérieur à 0. L'instruction else, et j'insiste, n'oubliez pas les 2 points, c'est vraiment très important pour le programme s'exécute. A et print A est inférieur ou égal à 0. On va exécuter maintenant. Et le voilà. A est supérieur à 0. Mais le résultat n'est pas tout à fait le même. Si? Non. En effet, vous avez rendu compte que cette fois, le cas A0, vu que le A vaut A0, est bien pris en compte. En effet, la condition initiale prévoit d'exécuter le premier bloc d'instruction si A est strictement supérieur à 0. Sinon, on exécute le second bloc d'instruction. Si l'on veut faire la différence entre les nombres positifs, négatifs et nuls, il va lui falloir utiliser une condition intermédiaire. Maintenant, on va voir l'instruction if. Le mot-clé if est une contraction de else if que l'on peut traduire très littéralement par sinon si. Dans l'exemple que nous venons juste de voir, l'idéal serait d'écrire si A est strictement supérieur à 0, on dit qu'il est positif. Sinon, si A est strictement inférieur à 0, on dit qu'il est négatif. Sinon, A ne peut que être égal à 0, on dit alors qu'il est nul, que A est nul. On traduira en langage Python, cela donne on va exécuter maintenant le programme. Alors, dans cette dernière partie, on va attaquer pour les boucles répétitives. Dans un premier temps, je vous propose ici d'afficher en console le message suivant. Vous êtes le client numéro 1. Jusqu'à là, aucune difficulté. Maintenant, si je vous demande de refaire le même message pour le client numéro 2, 3, 4 et 5 par exemple. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser une boucle qui part de la valeur 1 jusqu'à la valeur 5 et qui pour chacune valeur affiche vous êtes le client numéro correspondant. Donc pour cela, on va utiliser le premier type de boucle, c'est la boucle for, qui signifie pour une valeur de départ, de notre cas c'est 1, jusqu'à une valeur d'arrivée c'est 5. Bon. For, je vais donner un nom pour chaque valeur qui va passer successivement dans cette boucle, qui va être traitée. Donc, dans ce cas, dans notre cas, ce sont des numéros des clients. Num, client. In, qui signifie depuis, et la fonction range pour faire un intervalle entre les valeurs 1 à 5, pour afficher les clients qui sont numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, print, et on écrit la même phrase. Et on ajoute num client. On efface la première et on exécute. C'est bien ça. La boucle que je vais présenter se retrouve dans la plupart des autres langages de programmation
et porte le même nom. Elle permet de répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. While signifie tant que en anglais. J'espère que le concept de bloc d'instructions est clair. Si ce n'est pas clair, regardez ce code, quelques commentaires suffiront de le comprendre. Analysons ce code ligne par ligne. Premièrement, on instancie la variable nb qui accueille le nombre sur lequel nous allons travailler, en l'occurrence de 2. Vous pouvez bien entendu faire saisir ce nombre par l'utilisateur. Vous savez le faire à présent. On instancie la variable i qui sera notre compteur durant la boucle i. La variable i est un standard utilisé quand il est question de boucle et de variable s'incrémente, mais il va de soi que vous auriez pu lui donner un autre nom. On initialise à 1. La ligne du print, vous devez la reconnaître maintenant. La plus grande partie de la ligne affichée est constituée de variables, à part les signes mathématiques. On lance ce script et voilà ce que nous donne. Et bien finalement, nous espérons à travers cette vidéo et ce langage de programmation que nous avons atteint ce que nous voulons réaliser. Et merci.